Donc, pour ce qui est des milieux qu'on va traiter aujourd'hui, c'est vraiment les milieux communautaires, les milieux d'habitation. On ne traitera pas des milieux de situation pour les personnes en situation d'itinérance ou pour les camps de jour ou les milieux jeunes. Ça, c'est d'autres équipes qui le gèrent. Donc, ça ne sera pas le but de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, pour ce qui est du plan de la formation, excusez pour tout ça. Donc, la présentation va se dérouler dans un premier temps par une partie un peu plus théorique où on va aborder les rôles et responsabilités, les informations générales sur la COVID, un survol des consignes de santé publique et les marches à suivre. Puis, on continuera avec des ateliers, donc des mises en situation pour montrer un peu plus concrètement qu'est-ce que tout ça signifie, puis le rôle et responsabilités de chacun. Et une petite période de questions si on arrive à avoir le temps, mais comme je vous disais, de toute façon, on répondra à toutes les questions durant le cours de l'atelier. Donc, pour commencer, pour ce qui est des rôles et responsabilités, donc, pour ce qui est de la Direction régionale de santé publique de Montréal, de façon générale, on va accompagner et soutenir les brigades en assurant un transfert d'informations sur les bonnes pratiques de prévention et de gestion des éclosions dans les différents milieux. Donc, en apportant une expertise scientifique, on va également réaliser les enquêtes auprès des cas contacts et des milieux. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard. La DRSP assure aussi une surveillance et une vigie des cas et des éclosions pour l'île de Montréal et on communique également avec les brigades les informations pertinentes relatives aux enquêtes de santé publique et plus généralement, on peut accompagner les brigades au besoin. Pour ce qui est des brigades, les brigades, vous êtes en lien directement avec les partenaires locaux et communautaires. Donc, c'est des liens qui étaient déjà existants avant la COVID. Avec la COVID, peut-être que vous allez avoir des nouveaux liens qui vont se créer. Mais de façon générale, le rôle des brigades, ça va vraiment être d'effectuer les suivis auprès des milieux et de signaler à la DRSP toute nouvelle éclosion dans un milieu et de solliciter la DRSP au besoin. Donc, pour ce qui est des contacts à la DRSP, donc il y a différentes équipes, sous-équipes qui se sont créées pour les milieux communautaires. Donc, pour ce qui est des maisons de chambre, organismes communautaires, hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, les réfugiés demandeurs d'asile, ça va être mon collègue Loïc Martin-Rouillard et moi-même qui sommes les responsables. Et pour ce qui est des milieux d'habitation, les coops, les OBNL, les HLM et autres habitations sociales, collectives et privées de 10 logements ou plus, c'est Martine Lévesque et Nathalie Tremblay qui sont les responsables pour ces milieux. Pour ce qui est du milieu carcéral et les maisons de transition qui pourraient être gérées par des organismes communautaires, c'est Geneviève Hamelin et Florence Lecourcire. Pour communiquer avec toutes ces personnes-là, c'est privilégié de communiquer avec l'adresse qui est écrite ici, donc éclosion.eushv, parce que cette adresse courriel-là est relevée quotidiennement, incluant la fin de semaine. Et si les personnes qui sont attitrées à un milieu particulier étaient absentes, la demande ne tomberait pas entre deux chaises. Là, elle serait quand même prise en charge par d'autres personnes. Donc, c'est bien important de communiquer avec cette adresse courriel. OK. Donc là, c'est le logigramme que vous avez dû recevoir normalement dans l'envoi d'hier. Donc, c'est un peu mal mis ici, mais c'est vraiment quelque chose qu'on vous demanderait de remettre auprès des milieux dont vous êtes en lien, avec lesquels vous êtes en lien. Donc, ça va leur permettre en fait de voir pour quelle situation ils doivent communiquer et avec qui ils doivent communiquer pour cette situation-là. Donc, par exemple, s'il y avait la présence de personnes positives à la COVID dans un milieu, à ce moment-là, ça serait avec la DRSP que le milieu devrait communiquer. Par contre, si c'est plus des questions de prévention ou de gestion durant une éclosion, à ce moment-là, ça pourrait être avec les brigades. Donc, avant de remettre le logigramme au milieu, bien penser à remplir les coordonnées pour les brigades dans le document. Juste rappeler, si c'est possible, de fermer les micros, s'il vous plaît. Je sais, j'entends des choses. Donc, ça ferait le tour pour la première partie. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'à présent? Mélanie, il n'y avait pas de questions. Il semblait avoir un petit problème pour l'écran, mais je pense que c'est résolu. OK. OK, c'est beau. Puis j'ai l'impression qu'il y a une question pour ce qui est du milieu scolaire. Est-ce que je me trompe? Oui, il y a une question qui vient d'apparaître. Est-ce que ça OK pour le milieu scolaire? Donc, je pense qu'on demande la présentation est pour le milieu scolaire. OK, donc non, c'est vraiment pour les milieux d'habitation, des milieux, les organismes communautaires, mais tout ce qui est école, camp de jour, ou pour les personnes en situation d'itinérance, c'est d'autres équipes, donc ça ne fera pas partie de notre formation d'aujourd'hui. Par contre, c'est sûr que les consignes générales là, sont quand même similaires d'un milieu à un autre. C'est ça, puis la personne a spécifié sa question, parlait du logigramme.
Le logigramme, normalement, je pense qu'il y en a un autre qui est pour les autres milieux, mais on pourra se renseigner puis pour vous, et on pourra Oui. vous revenir là pour ça. Il y en a un pour le milieu scolaire, je peux le confirmer. OK, merci Martine. Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, à ce moment-là, on va continuer avec les informations générales sur la COVID. Donc, pour ce qui est des symptômes, donc comme vous le savez sûrement, les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours après une exposition pour apparaître. Donc, une fois qu'on a été exposé à une personne malade, on peut développer la maladie jusqu'à 14 jours après notre dernier contact. Donc, pour ce qui est des principaux symptômes, donc c'est vraiment la fièvre, l'apparition ou l'aggravation d'une toux, les difficultés respiratoires ou la perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût. Donc ça, c'est vraiment les principaux symptômes. Pour ce qui est des autres symptômes qui pourraient apparaître en lien avec la COVID, on parle du mal de gorge, des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fatigue intense et de la perte importante de l'appétit ou encore la présence de diarrhée. Parfois, il y a des personnes qui n'ont absolument aucun symptôme, donc qui sont asymptomatiques. Pour d'autres, il peut y avoir des symptômes légers qui peuvent s'apparenter à un rhume, puis dans certaines situations un peu plus graves, ça peut s'apparenter à des pneumonies, par exemple. Pour ce qui est des enfants, il y a d'autres symptômes qui peuvent être à considérer, notamment le nez qui coule ou la congestion nasale, les vomissements ou les maux de ventre. À savoir que pour ce qui est des autres symptômes possibles, c'est tout le temps une association d'au moins 2 symptômes parmi les autres symptômes qui peuvent nous aiguiller vers éventuellement la nécessité de faire un test de dépistage. Mais pour aider à la décision, est-ce que c'est nécessaire de faire un isolement, de faire un test de dépistage, etc., le Québec a développé un outil d'auto-évaluation qui se fait en ligne, puis vous aurez le lien pour pouvoir y accéder là quand on vous transmettra le PowerPoint. Pour ce qui est du mode de transmission et la période de contagiosité, donc la COVID se transmet vraiment principalement en fait par les gouttelettes qui peuvent être émises par une personne qui parle, qui tousse ou qui éternue, donc les gouttelettes qui sont transmises dans l'air finalement. Et à savoir qu'une personne qui est infectée, donc qui est porteuse de la COVID, peut être contagieuse 2 jours avant l'apparition des symptômes. Et bien sûr pendant plusieurs jours suite à l'apparition des symptômes. Puis, pour ce qui est des autres modes de transmission, donc la transmission par contact indirect, donc avec des objets qui seraient contaminés, ça ne représente pas un mode de transmission principal, c'est un mode de transmission qui est encore théorique, mais de façon préventive, on veut intervenir à ce niveau-là. Puis pour ce qui est de la transmission par le sang, les selles, le sperme ou l'eau, ça n'a pas encore été démontré jusqu'à présent. Donc, pour conclure pour ça, c'est vraiment le mode de transmission principal, c'est par les gouttelettes, quand on parle ou qu'on tousse. Pour ce qui est du nettoyage et la désinfection, donc les produits usuels de nettoyage et désinfection conviennent, donc les produits d'entretien ménager standard. Là, il n'y a pas besoin d'acheter un produit spécifique pour la COVID. Puis, il y a l'INSPQ aussi, vous aurez aussi le lien dans le PowerPoint et également dans le guide, mais il y a l'INSPQ qui a sorti un avis sur les méthodes de nettoyage et désinfection pour les milieux résidentiels et les lieux publics pour ce qui est de la COVID. Donc, ça pourra aussi aider à ce niveau-là. Pour ce qui est de la fréquence de désinfection ou de nettoyage, donc ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais de façon générale, ce qu'on demande dans la période de la COVID, c'est vraiment de rehausser la fréquence de nettoyage. Donc ça peut aller de plusieurs fois par semaine à plusieurs fois par jour. Puis ça va aussi dépendre du contexte dans lequel on se trouve. Donc est-ce que le milieu est fortement achalandé? Est-ce qu'il y a la présence de personnes qui sont atteintes de la COVID ou pas? Donc tout ça va faire en sorte qu'on va nettoyer plus ou moins fréquemment dans le milieu. Puis la responsabilité du nettoyage et de la désinfection, elle va dépendre dans chaque milieu. Pour certains milieux, ça va être une entreprise qui va être engagée. Pour d'autres, ça va être un responsable qui va être dédié. Ça peut être les employés, comme ça pourrait être des usagers qui sont hébergés dans le milieu. Pour ce qui est des contacts à risque élevé, modéré ou faible, donc pour parler de façon générale d'un contact à risque, on va utiliser 2 conditions. C'est bien évidemment d'avoir été en interaction avec quelqu'un qui était contagieux durant notre contact, donc avec une personne qui est symptomatique. Donc comme on l'a dit, c'est 48 heures avant le début des symptômes et jusqu'à plusieurs jours par la suite de l'apparition des symptômes. Et pour les personnes qui seraient asymptomatiques, mais pour lesquelles il y a eu une confirmation qu'ils étaient porteurs de la COVID, c'est 48 heures avant le passage du test que l'on considère le contact contagieux. Puis, évidemment, comme deuxième condition, c'est l'intensité du contact qui est à risque modéré ou élevé, puis on va le détailler un tout petit peu plus tard. C'est l'interaction de plus de 15 minutes cumulatives avec une personne à moins de 2 mètres et évidemment sans port de masque médical. Sans ces 2 conditions-là, donc sans un contact avec une personne malade dans sa période de contagiosité et sans une intensité de contact importante, à ce moment-là, le risque est considéré comme faible et il n'y a pas besoin de dépistage ni d'isolement.
Donc là, c'est un petit tableau qui vous résume un petit peu les différentes gradations, si on veut, pour les différents risques. Donc le risque élevé, modéré ou faible. En résumé, pour les personnes qui ont un risque élevé, c'est les personnes qui vivent avec le cas, donc avec une personne qui est confirmée atteinte de la Covid. Les partenaires qui ont des relations sexuelles avec, donc les partenaires intimes, les personnes qui prodiguent des soins corporels ou qui ont des contacts directs avec des liquides contagieux, des liquides biologiques infectieux. Donc ça, c'est un risque qui est considéré comme élevé. Pour ce qui est du risque modéré, là, ça revient à nos 2 critères de tout à l'heure, qui sont un contact à moins de 2 mètres, de plus de 15 minutes, et avec les personnes qui ne portaient pas d'équipement de protection. Et puis pour les personnes à risque faible, évidemment, c'est quand ça ne respecte, quand il n'y a aucune des autres conditions qui est présente. Donc simplement pour préciser les définitions des notions qu'on peut amener, à chaque fois qu'on va revenir avec la notion de cas, c'est vraiment pour une personne qui a eu un diagnostic positif à la Covid-19, donc suite au passage d'un test de dépistage ou par lien épidémiologique. Donc ça signifie que la personne vivrait avec quelqu'un qui a eu un diagnostic positif à la Covid. Pour les personnes qu'on va dire contact, donc c'est vraiment les personnes qui ont eu une interaction à risque modéré ou élevé, donc comme on l'a dit, les personnes qui vivent sous le même toit, qui ont des relations intimes ou qui ont eu un contact de plus de 15 minutes à moins de 2 mètres et sans port de masque. Donc ça, c'est pour cela seulement qu'on va parler de contact. Pour ce qui est de contact, vous l'avez peut-être déjà entendu cette notion-là, c'est les personnes en fait tout simplement qui ont été en interaction avec une personne qui est en contact. Donc pour ces personnes-là, c'est pas quelqu'un qu'on va considérer comme étant à risque. Donc, les cas confirmés et les contacts, eux, sont visés par des consignes d'isolement. Pour ce qui est des contacts de contact, eux ne sont pas visés ni par les consignes d'isolement, ni par les passages de tests de dépistage. Donc, pour ce qui est des enquêtes de santé publique, je veux préciser à ce moment-ci que les enquêtes sont toujours faites par la DRSP et elles peuvent se faire auprès des cas et des contacts et également auprès des milieux. Donc, auprès des cas et des contacts, c'est la DRSP qui va communiquer avec les personnes pour leur expliquer la situation, faire une enquête auprès d'eux pour voir, pour les cas, pour voir avec qui ils ont été en contact à risque et pour pouvoir faire un suivi par la suite avec eux. Si la personne, que ce soit un cas ou un contact, réside dans une autre région, ça sera évidemment la DRSP de l'autre région qui fera l'enquête. Pour ce qui est des milieux, donc les enquêtes auprès des milieux, ça va surtout servir à préciser certaines informations et éventuellement à retracer des personnes qui auraient pu être exposées au cas, ou encore de mieux comprendre le contexte de l'éclosion, donc la transmission de la maladie au sein du milieu. Donc les brigades, vous pouvez de temps en temps être sollicité directement par les milieux. Puis à ce moment-là, vous pourriez recevoir de l'information qui pourrait être précieuse pour l'enquête de la DRSP. Donc, c'est bien important de collaborer, que tout le monde collabore dans ces milieux-là et dans ces situations-là plutôt, et que vous nous informiez de que vous nous transmettiez toute l'information que vous avez pu récolter, que le milieu vous a transmis. Mais l'enquête se fait vraiment par la DRSP. Pour ce qui est d'une éclosion, donc de façon générale, une éclosion, ça va se définir quand il y a 2 cas. On va définir un milieu en éclosion quand il y a la présence de 2 cas, donc 2 personnes atteintes de la Covid ou plus, qui surviennent en moins de 14 jours dans le milieu et qui ne peuvent pas être expliqués par un lien épidémiologique en dehors du milieu. Donc ça voudrait dire que par exemple les 2 cas ne sont pas liés entre eux à l'extérieur du milieu. Par contre, dans certains milieux, il y a une surveillance ou une intervention qui pourrait être faite dès un seul cas dans le milieu. Donc, on parle par exemple des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, les maisons de chambre, les maisons de transition ou encore les OBNL aînés. La santé publique effectue également une vigie. Donc, on mentionne la vigie EUSHV. En fait, c'est Environnement urbain et saines habitudes de vie. Donc, c'est le service qui fait cette vigie-là. Donc, c'est de la surveillance finalement des cas dans les milieux. Il faut savoir que la surveillance se fait en fonction de l'adresse de résidence des cas. Donc, ça peut de temps en temps engendrer un certain délai lorsque le milieu d'éclosion ne correspond pas au milieu de résidence de la personne. Donc, pour ce qui est des facteurs de risque d'éclosion dans un milieu, évidemment, le premier facteur de risque, c'est l'absence de mesures de prévention adéquates dans le milieu. Donc, on pense aux mesures de distanciation, de lavage des mains, de port du masque, etc. Mais également d'autres facteurs, comme par exemple la grande densité de personnes, de travailleurs, bénévoles ou usagers qui se trouveraient en même temps sur le lieu. Donc, beaucoup d'employés qui travailleraient dans un local fermé, par exemple, et qui ne respecteraient pas les mesures. Le roulement ou le volume important de personnes différentes qui fréquenteraient le milieu, donc beaucoup d'usagers qui viendraient dans le milieu.
les contacts étroits ou rapprochés entre les personnes, donc comme on le mentionnait, hein, le respect de la distanciation physique, et également le manque d'information ou de formation pour les personnes du milieu pour porter adéquatement le matériel ou pour pouvoir transmettre l'information nécessaire. Donc, ça ferait le tour pour cette partie-là. Est-ce qu'il y avait des questions, Martine? Oui, Mélanie, il y a des questions. On parle du port du couvre-visage comparativement au port du masque médical. Est-ce que le port du couvre-visage nous mettrait plus à risque? Ok, en fait, on va revenir un tout petit peu plus tard là sur justement quand on va parler des consignes de santé publique, on va revenir sur le port du couvre-visage et du masque, fait que je répondrai peut-être à cette question-là après. Si jamais ça répond pas à mon intervention plus tard, n'hésitez pas à reposer la question. Puis, il y a quelqu'un qui demande si les transports en commun sont considérés comme un endroit à risque. Mais à partir du moment où en fait, je dirais que tout milieu peut être à risque, les parcs, les magasins, le transport en commun, mais c'est le respect des consignes de santé publique qui va faire que ça va être plus ou moins à risque. Donc, on va y revenir juste après, mais le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque ou du couvre-visage. Là, c'est ces éléments-là qui vont vraiment faire en sorte que le milieu finalement ne va plus être à risque pour les personnes. Parfait. Puis, il y a une autre question sur les éclosions quand tu as présenté le logigramme. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'il y a une éclosion dans le milieu? Est-ce que les organismes y vont avec les symptômes de quelqu'un et l'organisme vous contacte directement? La question. Ok, donc normalement un organisme, c'est sûr que tous les organismes peuvent ne pas nécessairement être tout le temps informés, mais il y a deux choses. En fait, le milieu en tant que tel peut savoir que par exemple son employé a été testé positif à la COVID, donc à ce moment-là, il nous contacterait avec le logigramme, là il saurait que s'il y a un cas dans son milieu, il contacte la DRSP. Et on pourrait faire cette investigation-là. Le deuxième élément, c'est que lors de l'enquête des cas, donc des personnes qui sont confirmées par un résultat de laboratoire atteinte de la COVID, une des questions qui est posée, c'est où est-ce que vous travaillez, puis quel milieu avez-vous fréquenté? Donc, au moment des enquêtes auprès des cas, on peut aussi dépister des milieux qui ont été fréquentés par des personnes dans leur période de contagiosité. Donc, à ce moment-là, en faisant notre vigie et notre surveillance, on pourrait faire ressortir les milieux, puis contacter le milieu à ce moment-là pour faire l'enquête auprès du milieu. Parfait, merci. Il y avait une question sur les OBNL. Quand on parle d'OBNL aîné pour éclosion, s'agit-il d'OBNL d'habitation aînée ou tout type d'OBNL? Je te laisserai peut-être répondre, Martine, vu que c'est plus ton dossier, mais je pense que ce serait tous, normalement. Ben oui, effectivement. Après ça, je veux juste préciser qu'il y a des questions sur le transport en commun et les travailleurs du transport en commun. Tout ça, c'est pas des questions auxquelles on va répondre dans cette présentation aussi. Ouais. Puis, il y a une autre question. Donc, l'organisme ne vous contacte pas si quelqu'un a des symptômes, mais seulement s'il sait que quelqu'un a un test positif. Oui, effectivement, il ne nous contacte pas nécessairement quand il y a quelqu'un qui a un symptôme, parce que ça peut être un simple rhume ou une simple grippe, ou complètement autre chose aussi. Donc, c'est vraiment quand il y a des résultats positifs de la COVID. Puis, si jamais il y avait des questions ou que le milieu se questionnait à savoir est-ce qu'il faut faire passer des tests de dépistage parce que la personne a des symptômes, il pourrait contacter les brigades. Puis, avec les différents outils, normalement, vous pourriez les aiguiller. Puis, comme je vous l'ai indiqué au début, il y a un outil d'aide à la décision, donc à savoir si tel symptôme, est-ce qu'il faut que je fasse un test de dépistage ou pas. Donc ça aussi, ça pourrait être quelque chose d'utile à fournir aux différents milieux là, pour que même eux puissent être outillés à ce niveau-là. Parfait. Puis une dernière question pour les travailleurs d'OBNL qui prennent le métro. Je m'excuse, j'ai pas vu la question. Pour les travailleurs, je ne parle pas des travailleurs de la STM, pour se rendre sur leur lieu de travail. Qu'est-ce qu'ils doivent faire en arrivant sur leur lieu de travail? Pour ça, c'est quand même, je dirais que c'est que ce soit pour un OBNL, que ce soit pour un organisme communautaire, que ce soit vous quand vous allez travailler dans vos bureaux ou même moi quand je vais travailler à la DRSP.
c'est simplement, c'est de penser quand on arrive à se désinfecter les mains, quand on est dans les transports en commun, c'est de garder notre distance ou de porter notre couvre-visage. C'est obligatoire maintenant, donc c'est de porter notre masque et de garder les mesures de santé publique. Donc en tant que tel, il n'y a pas quelque chose de spécifique à faire quand on arrive sur notre milieu de travail, c'est de continuer d'appliquer les mesures de santé publique, puis de se désinfecter les mains à l'entrée de l'organisme. C'est toujours une chose qui est à privilégier. Fait que s'il n'y avait pas d'autres questions, je continuerai si ça allait. Oui, je vais juste répondre à la dernière question. Pour communiquer avec la DRSP, c'est l'adresse courriel éclosion. Oui, je confirme. Oui, effectivement. Puis avec le logigramme que vous pourrez remettre au milieu, il y a notre adresse éclosion qui est présente en fonction là, de s'il y a la présence de cas dans le milieu contacte l'adresse éclosion. Si c'est pour des questions de prévention ou de suivi pendant une gestion d'éclosion, à ce moment-là, c'est avec la brigade. Donc, ça sera d'indiquer vos coordonnées à vous. Donc, si c'était bon, je vais continuer avec le survol des consignes de santé publique. Donc pour ce qui est des consignes sanitaires de base, donc comme on en a parlé, c'est de tousser dans notre coude, de se laver les mains régulièrement, donc que ce soit à l'eau et au savon pendant 20 secondes ou avec une solution hydroalcoolique, de garder nos distances, donc généralement c'est 2 mètres, et de porter le couvre-visage si on se trouve à moins de 2 mètres des personnes ou dans les lieux publics. Pour ce qui est de la distanciation physique entre les individus, donc comme on vient de le dire, généralement c'est 2 mètres, donc c'est pour la population générale de plus de 16 ans là, que c'est cette consigne-là. Pour les personnes de plus de 16 ans aussi qui se trouveraient dans des salles où il n'y a pas de circulation ni de discussion, donc par exemple un cinéma, un théâtre, la distanciation pourrait être de 1,5 mètre entre les personnes. Pour ce qui est des jeunes de moins de 16 ans, eux, ils peuvent garder entre eux une distance de 1 mètre, mais par contre, ils doivent conserver une distance de 2 mètres avec les personnes de plus de 16 ans. Puis pour les personnes qui proviennent d'un même ménage ou qui forment une bulle, donc c'est-à-dire que ces personnes-là se fréquentent exclusivement entre elles et ne fréquentent pas d'autres personnes, à ce moment-là, il pourrait ne pas y avoir de distanciation physique, mais par contre, avec les autres personnes qui ne sont pas du même ménage ou qui ne sont pas partie de la bulle, à ce moment-là, ça serait la distanciation de 2 mètres pour les adultes. Pour ce qui est du port du masque ou du couvre-visage, donc c'est là où je pense que je vais pouvoir répondre à la question. Le port du masque de procédure ou chirurgical, donc masque bleu jetable, il est à privilégier lorsqu'il est disponible puisqu'il est jugé plus efficace que le couvre-visage. Le masque de procédure, c'est quelque chose qui est normé, qui est standardisé, qui a des critères de fabrication et pour lequel on a une efficacité de protection qui est démontrée puis qui est standardisée. Le couvre-visage, il en existe de toutes sortes, fait que la protection peut différer d'un couvre-visage à un autre. Donc le masque de procédure est vraiment l'élément à privilégier dans les milieux. Le masque ne remplace pas pour autant le respect de la distanciation physique, c'est quelque chose de complémentaire. Puis c'est vraiment la distanciation physique qui va faire en sorte qu'on va se trouver suffisamment loin des gouttelettes projetées par une personne pour se protéger. Également, le port de la visière ne remplace pas le masque ou le couvre-visage. C'est un élément de protection supplémentaire, mais qui ne remplace pas ces éléments-là. Puis, depuis le 18 juillet 2020, donc le port du masque et du couvre-visage sont obligatoires par les usagers dans les lieux publics au Québec. Donc, on revient à ça pour ce qui était des transports en commun. C'est obligatoire et aussi dans les lieux en commun. Puis simplement aussi pour mentionner à ce niveau-ci, pour ce qui est de l'approvisionnement des équipements de protection individuelle pour les différents milieux communautaires notamment, il y a des responsables, il y a différentes méthodes pour que les milieux puissent s'en procurer, mais à savoir que dans chacun des CIUS, il y a une personne qui a été nommée responsable pour l'approvisionnement des EPI. Donc, je vous référerai à ces personnes-là pour savoir selon le milieu, est-ce que le milieu est membre PSOC, pas membre PSOC, est-ce qu'il fait bien partie du réseau de la santé, etc. Je vous référerai vraiment aux responsables dans les différents CIUS. Donc, pour continuer avec le port du masque ou du couvre-visage, donc l'obligation du port du masque, comme on l'a mentionné, dans tous les lieux publics, évidemment, c'est pour tout le monde, mais il y a quelques exceptions près, notamment pour les personnes de moins de 10 ans, donc elles ne sont pas obligées de porter le masque. Pour les personnes qui ont une condition médicale qui empêche le port du masque, les personnes qui sont atteintes d'un trouble cognitif, d'une déficience intellectuelle ou d'un trouble du spectre de l'autisme. Également pour les personnes qui ont des problèmes de toxicomanie, donc qui seraient en état d'intoxication aiguë, ou encore pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sévères, donc rendant le port du masque dangereux, voire incompréhensible pour la personne.
ou encore le fait d'être assis à une distance de 2 mètres ou plus d'une autre personne qui ne partage pas la même résidence ou qui nous offre un service ou un soutien, ben là, le port du masque ne serait pas obligatoire. Pour ce qui est des employés, donc tout ça c'était pour les usagers surtout, pour ce qui est des employés, les travailleurs et les bénévoles des organismes communautaires sont soumis aux règles de santé et sécurité au travail. Donc pour avoir les règles qui s'appliquent, c'est vraiment de consulter le site de la CNESST. Là encore, vous recevrez le lien pour aller trouver les consignes dans le guide et également dans le PowerPoint qui vous seront transmis. Pour ce qui est des personnes qui sont hébergées, donc pour les milieux d'hébergement de courte durée, les usagers doivent porter le masque médical ou le couvre-visage lorsqu'ils circulent dans les aires communes ou les lieux fréquentés par plusieurs personnes. Donc ça, quand on parle des usagers pour les hébergements de courte durée, c'est notamment quand on revient aux facteurs de risque pour les milieux, c'est la notion d'achalandage finalement, de roulement des personnes qui peut mettre le milieu plus à risque, d'où la nécessité pour les usagers de porter le masque ou le couvre-visage. Et évidemment, ces personnes n'ont pas à porter le masque médical ou le couvre-visage dans leur chambre, ni pour dormir. Pour ce qui est des milieux d'hébergement de longue durée, donc des résidents qui sont stables, donc on évite le roulement, puis qui sont fermés au public, et également les milieux d'habitation, le port du masque ou du couvre-visage n'est pas obligatoire pour les usagers et les résidents, mais par contre, ça reste toujours fortement recommandé comme mesure de prévention de la transmission de la maladie au sein du milieu. Pour ce qui est des activités de groupe et les rassemblements, donc les rassemblements privés, donc dans un milieu de vie par exemple, ils peuvent accueillir un maximum de 10 personnes provenant de 3 ménages différents. Donc ça, c'est vraiment à distinguer des activités de groupe ou des événements qui, eux, peuvent accueillir jusqu'à 250 personnes, bien que même si on peut accueillir 250 personnes dans les activités ou les événements, c'est sûr qu'on tend quand même à recommander d'essayer de limiter quand même le nombre de participants en présence. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Pour les AGA, par exemple, c'est sûr qu'on peut accueillir en présence 250 personnes. Toujours, il faut garder en tête la distanciation physique. Donc, ça va dépendre de la grandeur de la salle et qui va permettre de faire le respect de la distanciation physique. Donc, par exemple, pour les AGA, bien qu'on puisse le faire en présentiel, on recommande quand même d'offrir au moins de le faire en virtuel, mais si on préfère aussi le présentiel, ça serait de faire une solution un peu hybride, donc de faire autant du présentiel que du virtuel. Puis évidemment, que ce soit dans les rassemblements privés ou dans les activités de groupe ou les événements, c'est bien important de conserver le respect des consignes de santé publique, donc le lavage des mains, le respect de la distanciation physique et le port du masque ou de couvre-visage lorsque nécessaire. Ça, c'est simplement un document qui a été produit par le gouvernement, en fait, qui a été publié là, le 1er septembre. C'est un aide-mémoire pour les différentes consignes de santé publique qui sont actuellement en vigueur. Donc, vous pourrez trouver le lien là dans la présentation PowerPoint qui vous sera transmise par la suite. Pour ce qui est des consignes d'isolement, donc avant d'entamer là-dessus, vous pourrez trouver également toutes les consignes d'isolement pour les cas, les contacts sur le site internet de la DRSP, puis les liens se trouveront également dans le PowerPoint. Donc pour ce qui est de façon générale pour les cas confirmés de Covid, donc ceux qui ont eu un test positif ou les personnes qui sont par lien épidémiologique, donc ils doivent rester en isolement pour une période minimale de 10 jours suivant l'apparition des symptômes, donc la période de contagiosité. Et pour finir leur isolement, ils doivent, au 10e jour, ne pas avoir eu de fièvre pendant 48 heures, ni de symptômes pendant les 24 dernières heures. Donc, c'est vraiment ces conditions-là qui font au 10e jour qu'on peut terminer notre isolement. À savoir aussi que là, on parle de 10 jours pour la population générale, mais il y a quelques exceptions, encore une fois. Pour les personnes qui ont séjourné en soins intensifs en raison de la maladie de la Covid, à ce moment-là, ces personnes-là ont un isolement de 21 jours et non pas de 10 jours. Et les personnes qui sont immunosupprimées pourraient devoir faire un isolement jusqu'à 28 jours. Pour ce qui est d'un isolement de 14 jours, donc qui correspond à la durée d'incubation du virus, donc suite à une exposition ou la durée dans laquelle on peut développer la maladie, ça concerne les contacts qui ont eu, donc on le répète, une exposition à risque modéré ou élevé, et également les personnes de retour de voyage à l'étranger. Donc ça, c'est un petit résumé qui se trouve également dans le guide, mais de façon générale, les consignes sont similaires pour les cas et les contacts. C'est qu'on ne fréquente pas de lieux extérieurs à la maison, donc on ne fréquente pas les lieux publics, on ne prend pas les transports en commun.
On évite les contacts avec d'autres personnes dans la maison, donc on essaye vraiment de s'isoler, même des personnes avec lesquelles on vit. Donc, de se trouver principalement dans une pièce dédiée. Et les déplacements dans la maison peuvent être permis, évidemment, pour accéder à la salle de bain s'il n'y a pas de salle de bain privée individuelle pour la personne affectée en isolement, mais avec certaines recommandations, donc le maintien de la distance de 2 mètres avec les autres personnes, le port du masque médical qui couvre le nez ou la bouche, le lavage des infections des mains avant toute sortie, puis en retournant dans la pièce, et de limiter les surfaces touchées. Donc, ça ferait le tour pour ce qui est des consignes de santé publique. Est-ce qu'il y avait des questions? Une question sur les cliniques mobiles. Est-ce que notre rôle est considéré comme un contact modéré ou faible? Pour les cliniques mobiles, ça serait faible parce que vous portez le masque, que vous lavez les mains régulièrement et que normalement les personnes qui ont le dépistage, qui se font dépister, normalement devraient aussi porter un masque ou un couvre-visage avant d'entrer. C'est sûr qu'il y a le moment où le test est en train de se faire, mais ça devrait normalement être considéré comme étant un risque faible. Parfait, Mélanie. Il n'y a pas d'autres questions. Il y a des commentaires sur l'approvisionnement en EPI, mais il n'y a pas de questions spécifiques à ça. OK, parfait. Donc, on va pouvoir poursuivre à ce moment-là avec bon, attends un petit peu. Il y a une question. Un peu. Je sais pas. L'approvisionnement pour les organismes qui sont associés au ministère de la Famille, si je comprends bien. Il y a l'air d'avoir une confusion à ce niveau-là. Pour l'approvisionnement des EPI? Est-ce possible pour vous de faire un suivi à ce niveau? OK, parce que c'est ça. Normalement, pour ce qui est de l'approvisionnement des EPI, ça va dépendre aussi des bailleurs de fonds pour les organismes. Donc, pour les organismes qui sont rattachés au ministère de la Famille, par exemple, c'est vraiment avec le ministère de la Famille qu'il faut voir. Donc, ça va vraiment dépendre des bailleurs de fonds, finalement. Pour ce qui est du réseau de la santé, ça va être le réseau de la santé. Pour ce qui est d'un milieu qui est plus municipal, ça serait la municipalité. Donc, ça dépend de ça. Mais on pourra remonter l'information là s'il y a des questions pour l'approvisionnement des EPI pour les milieux jeunesse, on va dire, ou les écoles, etc., qui sont rattachées avec le ministère de la Famille. À ce moment-là, on pourra faire le suivi avec l'équipe jeunesse. Est-ce que c'était bon? Bon, il y a un commentaire qui dit qu'il n'y a pas eu de suivi du ministère de la Famille et que les organismes n'ont pas été contactés. OK. Est-ce qu'on, dans le fond, tu as précisé qu'on pouvait faire le suivi avec l'équipe jeunesse, c'est ça? Oui, c'est ça, pour qu'eux puissent faire le suivi, parce que ça, c'est pas un milieu dont on s'occupe, fait que j'aurais pas plus d'informations que ça à pouvoir donner aujourd'hui, mais on va faire le suivi avec notre équipe à l'interne. Parfait, merci Mélanie. OK, donc on va pouvoir poursuivre avec la marche à suivre. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que de façon préventive, c'est pas d'agir quand il y a une situation d'éclosion, c'est vraiment de façon préventive, c'est d'adapter les locaux. Donc, en rappelant les consignes sanitaires, donc en mettant des affiches aux endroits stratégiques, en faisant éventuellement du marquage au sol pour permettre la distanciation physique entre les personnes, de faire un rappel finalement à ce niveau-là. Également de limiter les interactions, donc en installant des barrières physiques aux endroits où la distanciation physique ne peut être respectée. Donc on pense par exemple à l'accueil des organismes ou entre les collègues de travail, donc de mettre par exemple un plexiglas ou une barrière physique. Ou encore de mettre des corridors de circulation dans l'organisme pour éviter les interactions. Également, il y a de faciliter le lavage des mains par tous, donc autant les usagers que les employés bénévoles, donc en installant des stations de lavage des mains ou des distributeurs de solutions désinfectantes aux endroits stratégiques, donc comme par exemple à l'entrée et aux sorties des milieux, au niveau des salles de bain, des aires communes, etc., donc pour favoriser le lavage des mains. Également, l'hygiène des lieux, donc on revient un peu à cette notion de rehausser le nettoyage, la désinfection des milieux. Donc, de désinfecter régulièrement les installations sanitaires, les aires communes, les surfaces qui sont fréquemment touchées. Donc, par exemple, les poignées de porte, les sonnettes, les poignées de chasse d'eau, par exemple, aussi.
d'adapter les espaces pour limiter les contacts répétés sur certaines surfaces. Donc, par exemple, on va laisser une porte ouverte plutôt que de la laisser fermée puis que tout le monde ait à toucher la porte. Et également de ventiler les pièces ou ouvrir les fenêtres. Donc, simplement à rappeler que la liste de vérification va vous être transmise. Là, donc, ça va inclure toutes ces petites notions-là qui peuvent être mises de façon préventive dans un milieu. Puis, si on se retrouvait à être en éclosion dans un milieu, c'est les mêmes mesures qui seraient à mettre en place, voire à accentuer parce qu'on se retrouverait à être en éclosion. Mais c'est les bonnes méthodes pour pouvoir favoriser d'éviter d'avoir des éclosions. Pour ce qui est aussi de prévenir la transmission dans le milieu, il peut y avoir l'aspect de trier les personnes à l'arrivée. Donc, il est important de rappeler ici que les usagers, les employés ne devraient pas se présenter dans l'organisme ou dans n'importe quel milieu, en fait, à partir du moment où ils présentent des symptômes apparentés à la COVID ou alors qu'ils font l'objet d'un isolement demandé par la santé publique. Donc, on rappelle, c'est les cas et les contacts, ou les personnes de retour de voyage depuis moins de 14 jours. Pour ce qui est du tri, donc il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées pour identifier les cas potentiels à l'entrée d'un milieu. Donc il y a de poser quelques petites questions aux personnes qui arrivent, de tenir un registre aussi des usagers, des visiteurs, voire même des employés, avec les noms, prénoms et numéros de téléphone pour pouvoir les rejoindre. Puis ça peut être utile aussi s'il y a une situation d'éclosion pour pouvoir retracer des personnes qui auraient pu être exposées. Il y a même des milieux qui ont mis en place des applications téléphoniques pour permettre à leurs employés de faire un suivi quotidien de leurs signes et symptômes, donc pour permettre l'isolement plus précoce. Donc il y a différentes méthodes qui existent, il n'y en a pas une qui est à privilégier parmi d'autres. Là, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui peut être mis en place dans chacun des milieux. Puis simplement à noter que la prise de température à l'arrivée des personnes, c'est pas quelque chose qui est recommandé, c'est faisable si les gens veulent le faire, mais c'est pas quelque chose qui est recommandé tout simplement parce qu'une personne qui a de la fièvre, généralement, va prendre un médicament pour faire chuter sa fièvre, fait qu'au moment où elle arriverait dans l'organisme, elle n'en aurait pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas malade. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on recommande, c'est plus de poser des questions. Attention toutefois à ne pas stigmatiser une personne sur la base des symptômes qui sont observés. Hein, c'est toujours de garder un jugement quand même professionnel, si on veut, pour les situations. Pardon. Donc, si jamais une personne, malgré le tri à l'entrée, développait des symptômes lorsqu'elle se trouve dans le milieu, donc ça sera d'isoler la personne dans une pièce distincte, donc pour essayer de l'isoler en fait des autres usagers ou des autres personnes travaillant dans le milieu. Puis de faire en sorte que si elle a à se rendre dans une clinique médicale ou à l'hôpital, il faut vraiment informer le milieu que la personne présente des symptômes pouvant s'apparenter à la COVID, donc pour que le milieu qui va accueillir la personne soit informé et puisse prendre les mesures adéquates. Et également, elle ne doit pas utiliser de transport en commun, ça va être de prendre soit son véhicule privé ou alors de prendre un taxi qui est désigné pour les personnes qui sont atteintes de la COVID, donc simplement en appelant les compagnies de taxi, de préciser que la personne a des symptômes liés à la COVID et ils pourront dire au milieu là s'ils peuvent le prendre ou pas. Puis évidemment, la personne, l'employé ou le bénévole, l'intervenant qui serait en contact avec la personne qui a développé des symptômes, il faut vraiment être vigilant qu'elle porte les équipements de protection individuelle nécessaires. Puis simplement aussi pour préciser qu'il y a différents outils qui ont été développés par le ministère ou par l'INSPQ. Et là encore, les liens pour accéder à ces différents outils, donc que ce soit des affiches, que ce soit des petites capsules vidéo, des petites formations, seront tous mis dans le PowerPoint qui vous sera transmis par la suite. Et une fois que la personne qui a développé des symptômes donc, a quitté le milieu, à ce moment-là, ça va être de désinfecter les surfaces qui ont pu être en contact avec la personne, puis évidemment de faire un retrait des équipements de protection individuelle pour la personne qui a été en contact avec la personne développant des symptômes. Donc pour ce qui est de contenir une éclosion dans un milieu, la gestion d'une éclosion dans un milieu, c'est quelque chose qui est complexe et qui n'a pas une procédure universelle. Donc c'est pas parce qu'on utilise une certaine façon dans un milieu que ça va être la même méthode qui va être utilisée pour un autre. C'est vraiment du cas par cas. Puis c'est en plus de la mise en place des mesures de santé publique dans le milieu, donc en version prévention, une bonne gestion d'éclosion, ça consiste vraiment à identifier rapidement les cas et les contacts à risque modéré ou élevé afin de faire respecter les consignes d'isolement. Donc c'est en ça que le registre pourrait être utile dans certaines situations pour permettre le retraçage des personnes, des cas et des contacts qui ont fréquenté un milieu. La gestion des éclosions, c'est vraiment une responsabilité qui est partagée, donc pour laquelle
la brigade, vous pouvez être sollicité pour nous transmettre de l'information qui aurait pu vous être acheminée. Les milieux directement sont sollicités pour pouvoir nous transmettre l'information, puis pour les contacts et pour les mesures qui sont en place. Également, la collaboration des cas qui nous signalent leurs contacts ou les milieux qui ont été fréquentés. Sans une bonne collaboration, c'est sûr que notre intervention, elle est quand même limitée. Puis évidemment, le rôle de la DRSP qui est de récolter toutes les informations pour pouvoir gérer adéquatement les situations problématiques. Et je tiens à préciser que c'est pas parce qu'un milieu est défini comme étant en éclosion que le milieu doit obligatoirement fermer. Ça va dépendre justement de qui est-ce qui a été en contact à risque et s'il y a juste 2 personnes mais qu'il y a 15 employés, le milieu n'aura pas à fermer. Donc c'est vraiment du cas par cas. Puis également, c'est pas parce qu'un milieu est en éclosion que tous les employés ou tous les usagers doivent nécessairement être dépistés. Donc encore là, ça va être de la collaboration pour faire les évaluations. Donc, ça terminerait pour cette partie. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'à présent, Martine? Oui. Une question, se rendre à la clinique médicale ou à l'hôpital, vous voulez dire que la personne qui a soudainement des symptômes à l'organisme doit appeler la ligne COVID et ensuite aller se faire dépister et non se rendre dans une clinique ou à l'hôpital? Mais ça va dépendre des symptômes qui sont observés. C'est sûr que si la personne, elle a un enjeu de toux ou qu'elle fait de la fièvre tout à coup, là, ça peut être de faire un lien avec en fait, ça va vraiment dépendre des symptômes qui sont observés, puis de la nécessité pour la personne de se rendre à une clinique pour avoir une évaluation médicale. Mais effectivement, il pourrait aussi y avoir un appel à la ligne COVID, puis voir éventuellement pour se faire dépister. Mais ça va encore là être un peu du cas par cas selon la situation puis les symptômes observés. Si la personne est en détresse respiratoire, on ne va pas l'emmener se faire dépister, on va plutôt appeler le 911 pour qu'elle se fasse prendre en charge rapidement. Super. Un autre commentaire qui dit que ça serait pertinent qu'il y ait un arrimage avec le service régional en lien avec les balises d'approvisionnement EPI. Par exemple, si on mentionne que les visières sont importantes, bien qu'il y ait un arrimage pour que le service régional soit au courant. J'imagine que c'est ça le commentaire. OK. C'est sûr que il y a pour chaque milieu qui va bénéficier là, de l'approvisionnement des EPI, il y a une évaluation des besoins qui est faite. Donc après, ça dépend effectivement des services qui sont offerts dans les différents milieux, mais on pourrait éventuellement faire le lien suite à ce commentaire-là pour voir ce qui pourrait être fait de nouveau. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, merci. OK, donc on passerait à ce moment-là à partie atelier. Donc simplement pour préciser, donc on va vous faire 5 petites mises en situation. Donc, 2 mises en situation qui sont les milieux d'habitation communautaire HLM pour familles et les OBNL aînés qui vont vous être présentés par Martine. Puis ensuite, on aura les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et les maisons de chambre privées qui seront présentées par Loïc. Et enfin, une situation pour un organisme communautaire en soutien alimentaire. Donc, à savoir que c'est toutes des situations qui sont fictives mais qui pourraient arriver. Si vous n'avez pas jusqu'à présent de petits morceaux de papier à côté de vous, on vous invite à le faire. Pour chacune des mises en situation, ça sera de bien penser à réfléchir un petit peu pour voir un petit peu quelles questions vous auriez posées, quelles actions vous auriez prises. Et ça vous permettra de comparer lors de notre retour pour chacune des mises en situation. Donc, on vous laissera une petite réflexion de 1 minute environ pour chaque mise en situation. Puis, on reviendra par la suite pour faire le suivi. Puis simplement pour rappeler que c'est des mises en situation qui font appel au jugement professionnel, évidemment. Les réponses qu'on va vous donner, ce n'est pas des réponses qui sont exhaustives, mais ça constitue des pistes de réflexion pour une évaluation du risque. Et les questions qui vont vous être présentées, c'est vraiment pour aiguiller les discussions. C'est pas nécessairement pour que les brigades vous fassiez une enquête auprès du milieu, mais plus que si le milieu vous contacte, à ce moment-là, c'est de pouvoir répondre aux questions puis d'avoir les informations à nous transmettre à la DRSP ou pour pouvoir outiller le milieu là, à nous fournir les informations pertinentes. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Martine pour sa première mise en situation. Oui, bonjour, désolée, j'ouvrais mon micro. Oups.
OK. Donc, la première mise en situation, comme Mélanie l'a dit, c'est un peu de voir avec vous là, quelles seraient les questions qui peuvent être posées, le type d'intervention, nos rôles, autant à la DRSP que vos rôles au CIUS, puis comment est-ce qu'on se parle là-dedans, puis qu'on communique, puis qu'on s'organise, si on veut. Donc, première mise en situation, on est mercredi, il est 15h30. Vous recevez un appel de la part d'un gestionnaire de HLM. Donc, il vous explique la situation. Le jardin, c'est en fait 3 immeubles de 10 logements avec une buanderie partagée dans chacun des immeubles. Il y a un enfant de 10 ans qui est hospitalisé depuis hier. Il serait positif à la COVID-19. Il aurait joué la fin de semaine dernière sur le terrain partagé avec d'autres enfants. Il aurait également joué à des jeux vidéo chez un voisin dans la journée de dimanche. Donc, tout ça, maintenant que la nouvelle est passée, que l'enfant est positif dans le milieu, certains locataires paniquent. Ils ont transmis leur inquiétude au gestionnaire qui, lui aussi, vous transmet un peu son inquiétude, là, ou en tout cas, essaie. Puis, il insiste pour qu'il y ait du dépistage qui soit organisé dans le milieu. Veut pas que le jardin devienne un milieu en éclosion. Vous dit que la réputation de son HLM, si on veut, du jardin, est à risque autant que la vôtre, puis que les médias raffolent de ce genre d'histoire-là ces jours-ci. Donc, qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que vous faites? On vous laisse un petit moment de réflexion. Je peux continuer, Mélanie? Oui, c'est parfait. Je te laissais y aller en fait. Parfait, super. Donc, il y a des questions que vous pouvez poser qui, en fait, quand on va se parler, vont nous être utiles aussi également à nous là, pour évaluer l'évaluation, pour faire l'évaluation du risque. Donc, on pourrait demander, par exemple, pourquoi est-ce que l'enfant est hospitalisé? Est-ce que c'est vraiment en lien avec la COVID ou c'est pour une autre raison? Dans le fond, on essaie de voir par là si la panique qui est liée à ça est en fait justifiée. C'est-à-dire, on va, nous, de notre côté, quand on va se parler, confirmer que l'enfant est vraiment positif. On va aller voir dans les dossiers. Puis ça, c'est important de le préciser parce que pour vous, d'avoir cette confirmation-là, ça vous permet aussi de savoir si une clinique de dépistage devrait être organisée à cet endroit-là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres, puis avec ça, là, avec l'enquête de la DRSP, on va voir aussi s'il y a d'autres personnes qui sont exposées, s'il y a des contacts dans le milieu, tout ça. On pourrait demander aussi si c'est possible, par exemple, de rejoindre les parents au téléphone, si on a besoin d'un interprète, tout ça. Comme ça, nous, quand on va les rejoindre après, on va se préparer, là. Puis tout ça, c'est dans l'optique d'agir le plus rapidement possible. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir accès à toutes ces informations-là. Ce n'est pas votre rôle de faire l'enquête de santé publique non plus. Mais quand vous parlez au gestionnaire, si lui vous donne ces informations-là, bien, de nous les transmettre, c'est un plus pour nous, là. Ça accélère comme ça le traitement du dossier, si on veut. Puis si le gestionnaire a des informations quand vous lui parlez sur les cas, sur les contacts de cet enfant-là, si jamais on sait qu'il est positif, tout ça, de lui transmettre l'adresse là,
l'adresse éclosion pour qu'il nous envoie ces informations-là. Comme ça vous évite de faire l'intermédiaire aussi dans la transmission des informations. On peut passer à l'autre acétate. Puis, ensuite de ça, donc, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous terminez l'appel, vous confirmez au gestionnaire que vous allez le rappeler dans les plus brefs délais. Nous, on se parle, on évalue le risque, on regarde s'il y a des mesures à mettre en place dans le milieu. Là, peut-être qu'on va avoir à contacter le gestionnaire nous-mêmes pour voir qu'est-ce qui est fait dans le milieu, tout ça. On évalue ensemble s'il y a besoin d'un dépistage systématique. Puis, ensuite de ça, bien sûr, on a validé d'abord si l'enfant était positif. Puis, de votre côté, vous allez pouvoir faire, suite à ça, un retour au gestionnaire, voir quelles sont les mesures qui sont en place. Puis, de notre côté aussi, on va pouvoir faire un suivi avec la direction de l'OMHM pour les informer de la situation. Puis, comme ça, on va se partager un peu les rôles et responsabilités, puis on va s'assurer que l'enquête est faite, que le cas est bien pris en charge et que la situation ne dérape pas, là, si on veut. Puis, on va pouvoir agir rapidement pour si jamais il y a un besoin de dépistage. Maintenant, quand on dit qu'il faut agir rapidement, c'est bien sûr que pour éviter, dans le fond, qu'il y ait d'autres cas positifs dans le milieu, qui soient asymptomatiques ou tout ça. Donc, on détecte rapidement les nouveaux cas. Puis, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est recommander un autre test là, au jour 12 qu'on dit pour s'assurer que les contacts ne sont pas devenus des cas donc avant la levée de leur isolement. Ensuite de ça, je pense qu'on pourrait passer à l'autre mise en situation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, pour l'instant, il y avait des questions qui n'étaient pas nécessairement reliées à ça, mais tout est bon pour l'instant. Parfait, merci. Donc, on peut passer à l'autre mise en situation. OK. Donc, l'autre mise en situation, c'est un OBNL pour aînés qui s'appelle de jouvence. Donc, vous recevez un appel lundi matin, 9h30. C'est une citoyenne qui vous appelle, qui est inquiète pour son frère qui habite dans l'OBNL. Elle est allée le visiter la fin de semaine dernière, lui a apporté des repas qu'elle a déposés sur le pas de sa porte parce que son frère est positif. Il a été diagnostiqué jeudi dernier. Il a des symptômes légers, donc un peu de tout, un peu de maux de tête. C'est ça. Donc, quand elle a quitté l'OBNL, elle a croisé le gestionnaire qui lui a dit que son frère ne respectait pas nécessairement son isolement. Là, il est au courant qu'il est positif, probablement que son frère lui a dit, parce qu'il l'a vu sortir de son appartement. En plus, elle vous apprend que sur la porte de son appartement, il y a un X qui indique que son frère est positif. Donc, c'est signalé à tout le monde là, qui passe dans le corridor. Donc, la dame est inquiète pour son frère. Elle a peur qu'il se fasse mettre dehors de son appartement. Elle vous demande là, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, tout ça. Bon, qu'est-ce que vous lui répondez, qu'est-ce que vous faites? On vous laisse un petit moment. Donc, je continue. Je continue avec des exemples de questions qui pourraient être posées à la citoyenne qui vous appelle. Donc, de lui demander les coordonnées de son frère, son nom, son adresse, sa date de naissance. Est-ce qu'il y a une condition qui l'empêche de comprendre les consignes d'isolement?
Donc, pourquoi est-ce qu'on l'a perçu en dehors de son appartement alors qu'il devrait être en isolement? Est-ce que, par exemple, il ne comprend pas les consignes ou sinon, normalement, les personnes dans les OBNL aînés sont des personnes autonomes, donc ils devraient être en mesure de comprendre les consignes. Donc, est-ce qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés, par exemple, pendant son isolement? C'est arrivé, là, c'est pour ça qu'on vous donne cet exemple-là. Donc, un monsieur qui voulait aller chercher de la bière puis des cigarettes, par exemple, pendant son isolement, puis il n'avait pas accès à ça. Donc, on pourrait évaluer la situation comme ça, comprendre pourquoi est-ce qu'il sort de son appartement. Puis essayer de répondre à ses besoins aussi une fois qu'on comprend, puis qu'on essaie de l'aider là, pour qu'il poursuive son isolement. On pourrait demander aussi quelles sont les coordonnées du gestionnaire de l'OBNL parce qu'on voudrait le contacter. Puis, vous nous transmetteriez les coordonnées de la dame puis ces informations-là à la DRSP pour qu'on puisse poursuivre, si on veut, l'investigation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, de notre côté, avec ces informations-là? C'est qu'on va contacter le gestionnaire dans un premier temps pour comprendre la situation, par exemple, par rapport à l'affichage sur les portes. Donc, on va lui demander de retirer l'affichage puisqu'il s'agit de renseignements confidentiels. Les gens ne devraient pas être au courant normalement par le gestionnaire ou par un affichage comme ça qu'il y a des cas positifs dans l'immeuble, à moins qu'on soit en éclosion. Puis encore là, on ne nommera pas les personnes. On va dire qu'il y a des cas positifs dans l'immeuble, qu'il y a des mesures qui sont prises, mais jamais qu'on va donner de nom. On va aussi évaluer le risque de transmission, les mesures de prévention qui sont déjà en place dans le milieu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui devraient être ajoutées? Puis, on va pouvoir intervenir auprès du COL pour renforcer le message sur la nécessité d'isolement, de travailler, peut-être qu'on va vous demander de travailler en collaboration avec nous pour permettre cet isolement-là selon les besoins qui sont à combler, si c'est ça dans ce cas-ci. On pourrait, par exemple, demander aussi à la sœur du monsieur de peut-être lui fournir pendant la durée de son isolement de la bière et des cigarettes dont il a besoin, de s'entendre avec les gens comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là. Puis, nous, de notre côté, on va vous faire aussi un retour sur la situation, là, puis c'est sûr qu'on va se parler, puis on va suivre ça de près. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en avait une, en fait, Martine, en fait, une dame qui se demandait si il y a quelqu'un qui est impliqué avec des services de maintien à domicile. Est-ce qu'on va contacter les équipes du CIUS? Bien, en fait, si vous êtes au courant que la personne a des services de maintien à domicile, probablement que la communication se ferait à votre niveau, puis qu'après ça, on s'en parlerait. Si c'est nous qui avons l'information, bien sûr, c'est sûr qu'on va vous la transmettre, puis ensemble, là, on va évaluer la situation, puis peut-être que dans ce cas-là, ben, la personne, elle va pouvoir maintenir son isolement, mais aussi avec l'aide du soutien à domicile, là, du maintien à domicile. Donc, ça va être de voir évaluer là, au cas par cas qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, c'est tout. Parfait. Donc, je te passerai la parole, Loïc. Loïc, on t'entend pas. Ah, oui, oui. Donc, en fait, moi, je vais vous parler, en fait, d'un milieu. Donc, on a dit qu'on se... Une question, s'il vous plaît, avant qu'on passe à un autre sujet. Oui, allez-y. J'ai réussi à l'écrire, mais trop tard, je peux la formuler. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'établir un fonctionnement qui amènerait les gens qui sont testés positifs à être référés directement vers leur CIUS de résidence afin de s'assurer qu'on soit en mesure de faire un meilleur suivi psychosocial, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de services, pas trop lentes, etc., qui demandent des références du CLSC.
Puis pendant la première crise, il y a eu certains cas là, qui sont tombés sous la trappe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lien, le SUS n'était pas au courant, puis ça nous a obligés à mettre sur pied des mécanismes. Là, mais bref, ce serait beaucoup plus efficace, puis il y aurait moins de gens qui tomberaient dans les mailles du filet s'il y avait une référence systématique qui se ferait vers les SUS concernés pour des ouvertures de dossiers, pour les suivis aux besoins. Écoutez, la réponse est oui. Là. Il y a sûrement quelque chose qui est possible de faire en ce sens-là. Maintenant, de voir comment est-ce qu'on s'organise, je pense que je vous inviterai à m'écrire un courriel, puis on pourrait en parler là, plus longuement, voir qu'est-ce qui serait plus efficace comme organisation. Est-ce que ça vous convient? Oui, merci. Parfait. Bon, ben écoutez, moi, je voulais vous parler en fait donc d'une situation, d'une mise en situation où vous êtes interpellé par le gestionnaire, d'une gestionnaire en fait d'un milieu pour femmes victimes de violences conjugales, en fait, qui s'appelle le Répit. Donc, vendredi matin, on vous interpelle. C'est une maison de première ligne pour les femmes victimes de violences conjugales. Puis, le gestionnaire est inquiet parce qu'il y a un enfant qui est hébergé avec sa mère qui, depuis 2 jours, présente des symptômes qui, selon elle, sont compatibles avec la COVID. Donc, dans le centre, le lavage des mains et le port du masque sont faits, mais la distanciation physique est difficile. Selon la gestionnaire, en fait, les espaces sont trop petits. Puis les femmes ont, c'est un contexte particulier où les femmes ont trop besoin d'être réconfortées. Donc, la distanciation physique est pas disponible selon elle. Donc, qu'est-ce que vous lui répondez? Comment réfléchissez-vous la situation? Que faites-vous? Je vous donne une petite minute, puis on revient. On peut peut-être changer, oui. Parfait, merci Mélanie. Donc, d'emblée, les questions qu'il faut se poser, que vous vous posiez, c'est quel lien avez-vous avec cette ressource-là? Est-ce que vous avez déjà établi un contact avec cette ressource-là parce que vous avez déjà appelé, parce que vous avez visité les lieux? Et une fois que vous avez défini ça et votre interaction, votre niveau d'aisance avec la ressource, vous pouvez voir par rapport à cette situation-là, est-ce qu'il y a une évaluation qui a été faite pour l'enfant? Des fois, les ressources vont déjà avoir fait des démarches sans vous avoir attendu ou quoi que ce soit. Ils vont peut-être avoir même contacté un médecin mettons, la mère a déjà pour évaluer l'enfant. Est-ce qu'il y a eu un diagnostic qui a été fait? Est-ce que le médecin a dit « Ah, c'est pas un symptôme de la COVID, c'est autre chose, une otite par exemple ou quoi que ce soit » ou sinon, est-ce qu'il y a un test de dépistage qui a été demandé? Donc, toutes ces informations-là sont pertinentes pour évaluer où on en est rendu dans la situation. Donc, si un test de dépistage a été demandé parce qu'il y avait une présomption de symptômes reliés à la COVID, à ce moment-là, est-ce que la mère et l'enfant ont été placés en isolement? Est-ce qu'il y a des mesures en place dans le milieu, en fait, qui permettent que cet isolement-là se fasse? Est-ce que la ressource a une chambre qu'on peut appeler jaune, en fait, donc pour les gens qui sont en attente d'isolement, ou est-ce qu'on a déjà eu le résultat du test puis il est positif, puis la ressource a une chambre rouge, donc pour les cas positifs? Et autre chose que vous pouvez vous demander, est-ce que le milieu a, on y faisait référence plus tôt, là, mais est-ce que le milieu a les équipements de protection individuelle qui sont nécessaires? Puis, dans un deuxième temps, ça pourrait être intéressant, en fait, d'explorer quels sont les obstacles, en fait, qui ont fait en sorte que la distanciation physique est pas nécessairement, c'est pas nécessairement possible de la respecter. Ce qui est important, en fait, aussi de savoir, c'est toutes les informations que vous allez discuter avec les responsables, avec les gestionnaires. C'est important que vous avez, en fait, sur le contexte de la situation, sur les barrières qui peuvent avoir cours dans le milieu par rapport, justement, à la distanciation physique. C'est important que vous demandiez, en fait, aux gestionnaires qui nous envoient ces informations-là pour qu'on soit capable de mieux cerner le milieu, puis qu'on soit au courant de cette situation-là de façon précoce. Donc, via l'adresse éclosion, puis tout à l'heure, on posait la question, si c'est possible de le faire
via l'adresse éclosion. Ça peut être en fait via le numéro de téléphone de la gare de l'USHV, mais c'est restreint en fait du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Donc, on pourrait peut-être changer pour la prochaine slide. Donc, les exemples d'actions en fait que vous allez pouvoir poser en fait, c'est évaluer les besoins de la ressource. Est-ce qu'une visite est nécessaire dans ce cas-là, ou peut-être que vous l'avez déjà faite, cette visite-là? Est-ce qu'un besoin, en fait, serait nécessaire pour évaluer des symptômes particuliers, soit via une infirmière au niveau téléphonique, ou un médecin au niveau téléphonique ou sur place, auquel cas, il faudrait peut-être se demander, est-ce que les symptômes sont assez importants ou ça mandaterait un transfert vers une clinique ou un milieu hospitalier? Le lien, en fait, que vous allez faire avec nous, en fait, c'est pour évaluer la mise en place des mesures supplémentaires qu'on devrait mettre en place dans le milieu s'il y a des enjeux, justement, qui persistent on parlait de la distanciation physique, par exemple. Puis s'il y a une présence de cas positifs avérés, donc on parlait tantôt, est-ce qu'il y a un cas qui est revenu avec un test positif pour lequel vous avez un contact, vous êtes informé de la situation? À ce moment-là, c'est important que nous, on le sache, que vous fassiez le lien avec nous. Et éventuellement aussi, le gestionnaire, probablement, vous lui aurez demandé de faire le lien avec nous, mais pour qu'on puisse cerner la situation précocement pour éviter soit une éclosion ou une multiplication des cas dans le milieu. Donc, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à cette situation-là? Pour l'instant, il n'y a pas de questions qui ont été marquées, donc je pense qu'on pourrait peut-être passer à la mise en situation suivante, puis si jamais il y en a d'autres des questions qui arrivent, on pourra y revenir. Parfait. Donc, un autre milieu, en fait, que vous allez probablement voir, c'est des maisons de chambre privées. Donc, en vendredi après-midi, un gestionnaire de maison de chambre qui vous appelle parce que le gestionnaire est très proche de ses chambreurs et un chambreur et sa femme ont commencé à avoir des symptômes grippaux. Donc, de la toux surtout, là. Puis lui, il dit en fait, je suis très proche de mes personnes, je sais qu'ils sont démunis, je sais qu'ils n'ont pas de famille, je sais qu'ils ont des problèmes de santé mentale souvent, puis il y a une barrière de langue. Donc, comme le gestionnaire, vous voyez en fait que c'est une personne clé dans ce milieu-là, puis qu'il y a des bons liens avec eux, vous en faites un allié. Mais par ailleurs inquiet pour justement le chambreur, mais aussi pour son milieu, parce qu'il se demande est-ce que ça va se transmettre à tous mes résidents. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous lui répondez et comment vous abordez la situation? Encore là, 1 minute, puis on y revient. Donc, on pourrait peut-être changer la diapositive. Donc, je vais commencer en fait. Donc, encore là, on veut savoir un état de la situation, comme dans la précédente situation. Qu'est-ce qui a été fait par rapport au couple qui a des symptômes? Est-ce qu'il y a déjà une évaluation qui a été faite au niveau médical? Est-ce que le couple a déjà fait un test de dépistage parce qu'on pense que c'est relié à la COVID? Est-ce que les résultats sont disponibles si ça a été fait? Et donc, en fait, vous pouvez demander encore là, de demander au gestionnaire de nous transmettre les informations, que ce soit nom, prénom, date de naissance, c'est des informations très pertinentes qui nous aident en fait, pas juste dans nos fichiers ici, mais dans les fichiers pan-québécois, à voir s'il y a des tests de dépistage qui ont été demandés, puis s'il y a des résultats qui sont arrivés. Donc, toujours via l'adresse éclosion. Puis, je vais y venir un petit peu plus bas, là, mais votre lien avec le gestionnaire, comme je vous ai dit, c'est un lien privilégié. Puis, par les échanges que vous avez, je pense que ça serait intéressant d'avoir... des fois, les enquêtes peuvent être un peu plus difficiles dans le contexte des maisons de chambre privées, tout comme pour le milieu précédent, ça pourrait l'être aussi pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc, dans ce contexte-là, on aimerait ça avoir, comme on dit, du gras autour de l'os. Donc, avoir un petit peu de contexte par rapport au milieu, par rapport aux barrières, par rapport aux différentes caractéristiques qui pourraient nous aiguiller à orienter nos actions. Donc, on va en faire le détail ici, là, mais quelles sont les caractéristiques du milieu en particulier? Est-ce qu'il y a des pièces qui sont partagées
Est-ce que dans ce contexte-là de la maison de chambre privée, est-ce que les chambreurs, en fait, ont une toilette privée ou ils partagent ça avec d'autres chambreurs, auquel cas, il faudrait faire un peu plus attention. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont en place dans le milieu? Donc, est-ce que des affiches qui sont déjà en place? Est-ce qu'ils ont besoin qu'on leur fournisse des affiches? Est-ce que il y a le nettoyage des aires communes est assuré déjà ou il y aurait besoin, en fait, de l'aide? Est-ce que le couple, en tant que tel, donc la situation précise, peut faire un isolement dans sa chambre? Parce est-ce qu'il y a accès à faire une épicerie en ligne pour pouvoir avoir de la nourriture ou il y aurait besoin d'un accès alimentaire externe? Est-ce que il pourrait, en fait, est-ce qu'il comprend bien, en fait, ces consignes d'isolement ou impossibilité, puis on va avoir besoin d'un petit peu plus de support de ce côté-là. Donc, toutes ces questions-là, par rapport à des milieux un peu plus précaires, pourraient être très pertinentes, puis on vous demanderait, c'est ça, donc, nous, à la fois, si vous avez des cas, de communiquer directement avec nous, mais de demander aussi aux gestionnaires, lorsque, par rapport au contexte du milieu et par rapport aux demandes de dépistage, de communiquer directement avec nous via l'adresse éclosion.ushv. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ce milieu-là spécifique? Donc, soutenir le gestionnaire pour, on le disait, des affiches ou si le résident développe des symptômes, le référer vers soit InfoCovid, InfoCoronavirus, soit vers une clinique si les symptômes sont plus importants ou carrément vers l'urgence si il y a une menace à la vie. Un soutien aux chambreurs, comme on disait, vous êtes en lien avec le CIUS, donc pour le pays, pour le soutien alimentaire s'il y a besoin, et même pour la livraison des affiches s'il y a besoin. Et le lien avec nous se fera donc, comme on résume en fait, pour s'il y a des cas dans le milieu ou pour nous informer de ce que vous avez déjà fait pour que nous, on soit au courant de où en sont rendues les démarches. On voulait faire une petite aparté aussi. Pour les maisons de chambre, c'est un peu particulier. On a un lien privilégié avec la Ville de Montréal. Donc, s'il y a des enjeux particuliers dans le milieu, on vous serait très reconnaissant, en fait, de communiquer directement avec nous pour que nous, on puisse effectuer un lien avec la Ville de Montréal s'il y a des enjeux particuliers. Donc, je ne sais pas encore là s'il y avait des questions. Oui, Loïc, donc en fait, on va faire un tout petit retour en arrière avant de poser les questions pour ce qui est de la maison de chambre privée. Il y avait une question pour ce qui était dans la ressource pour femmes victimes de violences conjugales. Est-ce que c'est les brigades qui doivent faire des visites dans la ressource? Donc j'ai amené un petit point de réponse là, mais je te laisse compléter. Ben, en fait, initialement, moi, ce que je vous suggère, c'est d'abord d'effectuer... Les visites dans les ressources peuvent être nécessaires, mais ne sont pas nécessairement d'emblée quelque chose qu'on recommande. On recommande d'abord et avant tout pour, en termes de temps, que vous essayez de faire un premier contact via le téléphone pour évaluer le contexte et voir si une visite est vraiment nécessaire. À ce sujet-là, en fait, nous, on a déjà fait des démarches, donc vous pouvez communiquer avec nous pour voir si on a déjà fait des démarches et si on a de l'information par rapport à ces milieux-là. Mais je vous recommanderais, c'est ça. Premier temps, téléphone. Deuxième temps, visite si nécessaire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Parfait. Puis j'avais complété un petit peu aussi dans le chat. Pour ce qui est, il y avait une question, est-ce qu'il y a des enjeux de confidentialité qui pourraient être évoqués par les gestionnaires pour la diffusion des noms, dates de naissance, etc. OK. Donc, vous allez voir, en fait, dans les demandes, particulièrement pour les femmes victimes de violences conjugales, ils ont des formulaires pour des demandes de dépistage qui acheminent directement au CIUS, aux cliniques de dépistage, en fait. Puis, il y a une case à cocher dans le bas, en fait, qui est la personne qui demande le dépistage, en fait, autorise le gestionnaire à communiquer avec la direction de santé publique le nom et des informations qui permettraient, en fait, de suivre l'évolution du cas, donc des informations confidentielles. Donc, dans ce cas-là, si c'est coché, non, il ne devrait pas avoir de lien. Sinon, on a besoin quand même du consentement de la personne. C'est ça. Puis juste pour compléter aussi, parce que ça peut être une question un peu plus générale là, pour ce qui est des enjeux de confidentialité, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans la partie que la gestion des éclosions, c'est une responsabilité qui est partagée entre tout le monde. C'est sûr que présentement, on a certaines difficultés lors de l'enquête des cas pour pouvoir
c'est d'avoir la collaboration des cas pour qu'ils nous transmettent leurs contacts ou pour qu'ils nous donnent les lieux qu'ils ont visités. Là, il y a un petit enjeu qu'on n'avait pas nécessairement lors de la première vague. Mais on essaye de demander vraiment la collaboration de tout le monde. Donc, normalement, même si le gestionnaire, il y a un aspect de confidentialité, oui. Pour autant, c'est sûr que c'est en nous fournissant ces informations-là qu'on va pouvoir éviter la propagation de la maladie. Là. Donc, ça pourrait être évoqué. Par contre, c'est pour ça qu'on demande aussi, ils peuvent vous les transmettre. Il y avait une question là-dessus, fait que je vais bypasser une petite question, mais il y avait une question aussi à savoir, est-ce que si le gestionnaire veut donner les informations à la brigade directement, est-ce que la brigade pourrait nous les transmettre via l'adresse éclosion? Oui, ça peut être fait. C'est sûr qu'on veut éviter aussi que vous fassiez un peu un intermédiaire pour la transmission des données un peu plus confidentielles. Fait que c'est pour ça qu'on demandait plus que ce soit le gestionnaire qui nous les transmette, puis le logigramme l'indique. Mais effectivement, la brigade, vous pourriez nous transmettre l'information s'ils vous communiquent déjà les choses. Après, c'est pas à vous de faire l'enquête auprès du milieu, donc ça serait pas de demander au gestionnaire de retrouver maintenant, pendant que vous l'avez au téléphone, tous les contacts ou les personnes qui ont pu être exposées. C'est plus quelque chose qu'il peut faire lui par la suite s'il a l'information. S'il n'a pas l'information, il n'y a pas de suivi à faire, mais s'il a l'information, il peut nous la transmettre via notre adresse éclosion. Donc, pour ce qui était de la suite des questions, donc pour ce qui était de la maison de chambre privée, si le couple n'a pas fait de test de dépistage, on leur demande quand même leurs informations personnelles pour vous les transmettre. Vous allez les appeler pour les inciter à se faire dépister. Est-ce que le milieu ne serait pas mieux de leur demander directement d'appeler la ligne COVID et de suivre les indications qu'on leur donnera? En fait, c'est ça. Je pense que dans tous les cas, c'est important de voir la nécessité du dépistage selon le risque. Là. Donc, la ligne Info-COVID est un moyen privilégié pour évaluer cette nécessité de dépistage-là. Donc, moi, je recommanderais en fait d'emblée, effectivement, de faire cette démarche-là. Si vous sentez à l'aise d'évaluer ça et que vous avez une formation clinique pertinente pour ça, vous pourriez conseiller en fait le gestionnaire par rapport à ça, mais moi, je privilégierais d'abord Info Coronavirus. Parfait. Il y avait d'autres questions, en tout cas, de ce que je peux voir. Il y avait, en résumé, un gestionnaire d'un organisme ou d'un OBNL d'habitation pourrait écrire au courriel éclosion lorsqu'une personne présente des symptômes liés à la COVID. Il me semble que ça serait plus simple que vous soyez en contact direct avec eux sans passer par la brigade. Le rôle de la brigade est plus en prévention. Je vais juste me permettre, pour ce qui est de cette question-là, effectivement, la brigade, vous êtes là pour la prévention, mais aussi pour la réponse aux questions des gestionnaires ou des milieux. Donc, si un milieu se pose la question parce qu'il y a quelqu'un qui a développé des symptômes ou en tout cas, pour répondre aux questions, ça va vraiment être le lien privilégié, c'est le lien plus territorial, donc du SUS avec les milieux directement. Mais effectivement, avec le logigramme, les milieux vont savoir si c'est pour une question, je vais contacter la brigade, si c'est parce que j'ai une personne qui est affectée par la COVID, là, je contacte la DRSP. On ne peut pas nécessairement être prévenu à chaque fois que quelqu'un développe des symptômes. Donc, c'est pour ça que si vous contactez, on reçoit aussi des appels de gestionnaires là, à la DRSP, mais ce qu'on va privilégier, c'est vraiment le lien que vous pouvez avoir avec les différents milieux. Donc, ce qui est à privilégier, c'est vraiment de fournir l'information que si un gestionnaire est inquiet par rapport à l'apparition de symptômes, encore une fois, je vous réfère à l'outil qui a été développé par le gouvernement du Québec, là, l'outil d'auto-évaluation ou l'outil d'aide à la décision. En fonction des différents symptômes, est-ce qu'il faut aller faire un test de dépistage? Est-ce que je dois faire un isolement juste pendant 24 heures parce que finalement les symptômes ne nécessitent pas nécessairement de faire un test tout de suite. Donc, ça sera vraiment à vous aussi d'outiller les milieux. Donc, nous, on essaye de vous outiller, les brigades, pour que vous ayez le maximum d'informations que vous puissiez transmettre. Et par la suite, le milieu, s'il y avait des situations, il pourra communiquer avec nous quand il y a des cas. Donc, j'espère que ça répondait à la question. Puis il y avait comme un commentaire qui disait que l'adresse courriel n'est pas l'idéal quand un gestionnaire est stressé par la situation et le numéro de téléphone. Donc comme ça a été indiqué un petit peu plus tôt dans la conversation justement par Loïc, vous pouvez également contacter le gestionnaire ou même vous, les brigades, vous pouvez appeler à la santé publique, donc le numéro général, le 514-528-2400 et simplement demander à parler à la garde milieu. Mais par contre, c'est dans les horaires ouvrables, là, donc de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Donc l'adresse courriel est quand même à privilégier, mais il y a quand même cette possibilité-là que d'appeler via la garde. Et puis il y a... Mais petite précision aussi, en fait. Si vous avez
je pense qu'on a été quand même relativement clair par rapport au fait que si vous avez en fait besoin d'une évaluation clinique immédiate, nous, on ne fera pas l'évaluation clinique immédiate du cas. Puis c'est info coronavirus, en fait, qu'il faut que vous appeliez. Les délais sont très courts et ça va vous donner une réponse claire par rapport à qu'est-ce qui doit être fait. Pour la gestion du milieu, on a mis des balises quand même relativement claires. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, où on pourra vous assister. Puis je pense que les délais via l'adresse courriel, comme dit ma collègue Mélanie, sont très réalistes pour la mise en place des mesures dans le milieu, ou en tout cas pour qu'on vous assiste dans la mise en place des mesures dans le milieu. Parfait. Donc, il n'y avait pas d'autres questions de ce que je peux voir. Il y en avait une dernière, mais j'ai répondu là dans le chat de conversation, fait qu'on pourrait continuer. Donc, la mise en situation suivante, donc c'était pour un organisme communautaire donc, qui accueille du public. Donc, c'est un appel d'un gestionnaire d'un organisme communautaire qui est d'aide alimentaire. Donc, on vous appelle le mardi à 17 h. Donc, la situation, c'est que la gestionnaire de l'organisme vient d'être informée par un de ses employés qu'il a été en contact avec une personne atteinte de la COVID, donc il y a 3 jours. Donc, son dernier contact, il remonte à il y a 3 jours, puis la personne vient juste d'être informée qu'elle était atteinte de la COVID. Donc, l'employé qui est en contact est venu travailler ce matin et a été en contact avec plusieurs employés dans le centre, mais aussi dans le camion de livraison, puisque monsieur s'occupe aussi de la livraison des paniers alimentaires. Il vient de quitter pour passer un test de dépistage et la gestionnaire se demande quoi faire pour le camion qui a été utilisé et également pour ses employés qui ont été en contact avec la personne. Est-ce qu'ils doivent tous être isolés? Est-ce qu'ils doivent tous se faire dépister, etc. Donc, même question que précédemment, qu'est-ce que vous lui répondez et que faites-vous? Donc, je vais vous laisser une petite minute pour pouvoir réfléchir à ça. Donc, pour revenir, donc, quelques petits exemples de questions à poser. Donc, dans un premier temps, c'est de voir un petit peu quelles sont les caractéristiques du milieu. Donc, c'est quoi les activités de l'organisme? Est-ce que c'est un organisme qui accueille des usagers ou est-ce que c'est, entre guillemets, seulement des employés qui travaillent? Quelles sont les mesures en place dans l'organisme? Donc, le respect de la distanciation physique, le port des EPI dans l'organisme, dans le camion, etc. Qu'est-ce que le gestionnaire a fait suite à l'annonce de son employé? Donc, est-ce que le gestionnaire a pris la décision de demander un isolement à tous ses employés? Est-ce que la personne a demandé à faire un dépistage par tout le monde? Est-ce qu'il y a eu une fermeture du milieu, etc. Donc, encore une fois, c'est pas ces questions-là, oui, ça ressemble un peu aux questions qu'on peut poser durant une enquête auprès du milieu, mais c'est vraiment des informations compte tenu que le gestionnaire vous a appelé directement. C'est des informations qui vont pouvoir nous aider à mettre en place, faire une enquête plus approfondie ou qui vont compléter finalement l'enquête qui sera faite par la DRSP par la suite. Puis pour les actions à poser, donc, ça va être d'être en soutien au milieu, donc de fournir des EPI si ce n'était pas déjà présent dans le milieu, donc de donner aussi les recommandations au milieu selon la situation qui est rapportée. Donc là, si la personne vous dit tout le monde portait des EPI, des masques de procédure, puis garde leur distanciation physique, en tant que tel, vous le savez, ce n'est pas des contacts qui sont significatifs ou qui sont à risque. Donc, vous pourriez aussi lui transmettre l'information. Puis si vous avez des doutes, évidemment, c'est de nous contacter à la DRSP. Puis vous pouvez nous signaler la situation à la DRSP, là, qui a eu un contact dans un milieu d'un organisme communautaire. Donc ça, c'était la première partie de ma mise en situation. Puis là, pour la suite, en fait, la même gestionnaire vous rappelle le jeudi matin pour vous informer que finalement, son employé qui était un contact a finalement eu son résultat de test positif à la COVID. Donc, c'est devenu un cas. Et elle avait déjà demandé mardi, donc lorsqu'elle vous avait appelé puis qu'elle avait été prévenue que son employé était un contact, elle avait déjà demandé à l'autre employé qui avait partagé le camion avec lui puis qui n'avait pas porté de masque durant le voyagement en camion, de se mettre en isolement et de faire un test de dépistage. Le passager du camion a lui aussi été testé positif à la COVID et la gestionnaire se demande si d'autres mesures doivent être mises en place dans le milieu. Donc là encore, qu'est-ce que vous lui répondez, puis que faites-vous? Donc encore là, une petite minute.
Donc, parmi les exemples de questions que vous pourriez lui poser, donc c'est finalement de revoir, donc est-ce que d'autres employés ont été en contact avec les 2 personnes positives? Puis si le gestionnaire vous dit, bah oui, mais il y a d'autres personnes qui ont été en contact avec les personnes qui ont testé positives, au final, ça sera de demander à la gestionnaire de communiquer avec l'adresse éclosion pour nous donner les coordonnées là, des personnes qui ont testé positif, puis également qui ont été en contact rapproché. Donc, par la suite, on pourra faire une évaluation aussi à voir est-ce que les personnes ont réellement un contact significatif ou pas, puis est-ce que l'isolement est nécessaire et le test de dépistage aussi. Puis, lorsque vous avez la personne au téléphone, bah, encore une fois, ça va être de regarder les mesures qui sont en place dans le milieu pour prévenir la transmission de la maladie. Donc, est-ce qu'ils ont de la difficulté à mettre en place les mesures, la distanciation physique? Est-ce que réellement elle est bien respectée? Est-ce que tous les usagers, les employés portent bien le masque médical, etc. Puis toutes les informations que vous pourrez récolter, bah, encore une fois, comme on l'a déjà dit, mais ça va vraiment aider à l'enquête auprès du milieu, puis à l'enquête auprès même des cas et des contacts, de pouvoir avoir toute cette information-là, c'est très riche, puis ça va vraiment nous permettre d'avoir un meilleur portrait de la situation. Donc les actions à poser, donc comme on le disait, le lien avec la DRSP, pour signaler la situation, parce que là, il y a 2 cas dans l'organisme, donc c'est une situation d'éclosion pour le coup, et il y aura une surveillance rehaussée qui va se faire dans le milieu durant 28 jours, puisque le milieu est en éclosion, donc on fait 2 périodes d'incubation du virus, donc 2 fois 14 jours, donc on surveille le milieu 28 jours. Également, il y a un suivi avec le milieu durant la période d'éclosion. Donc ça pourrait être fait par la brigade. Donc est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient développer des symptômes? Puis est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement plus précis, notamment comme on disait, est-ce qu'ils ont de la difficulté à mettre en place certaines mesures dans le milieu? Puis si c'était le cas, bah, la brigade, vous pourriez être sollicité là pour les aider à favoriser la mise en place des mesures sanitaires. Donc ça clôturerait pour la partie des ateliers. Je ne sais pas s'il y avait des questions, Martine, jusqu'à présent. Oui, il y a une petite question qui vient d'apparaître, 2 questions même. Aussi, questionner sur les contacts à l'externe à Moisson, Montréal, par exemple. Je ne suis pas sûre de comprendre la question, par exemple, je m'excuse. Moi non plus. Désolée. Je vous invite à préciser votre question. On va passer à une autre. Quand vous dites fournir des EPI, on passe par la DRSP pour en remettre à l'organisme, car nous n'avons pas d'EPI au CLSC pour les organismes. Tous les organismes PSOC sont pris en charge directement par la DRSP. Donc, si l'organisme n'a pas d'EPI, c'est qu'ils ne seront pas approvisionnés. Ok, donc pour ce qui est des EPI, effectivement, quand c'était... Alors, je vais juste préciser, c'est pas la DRSP qui fournit les EPI, là, c'est vraiment un service du SUS régional. Donc, c'est la direction d'approvisionnement et logistique en équipement de protection qui fournit les EPI. Et effectivement, il y a plusieurs cheminements pour les organismes là, pour s'inscrire à l'approvisionnement des EPI. Donc pour les membres PSOC, ça va être une certaine façon. Pour les non-membres PSOC, ça va être d'une autre façon. Mais là encore, je vais vous référer à vos responsables dans les SIUS qui vont pouvoir vous aiguiller en fonction des milieux pour la bonne façon pour que les milieux puissent être approvisionnés en EPI. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Martine? Oui, une autre question. Est-ce que programme, service, SIUS, exemple, SAPA sont au courant du rôle des brigades? Rôle soutien milieu, aide mise en place, mesures sanitaires, possible soutien, les services communautés, accès, tout ce que les brigades font, en fait, ou est-ce à nous de faire le lien à l'interne? C'est une bonne question, puis j'avoue que je n'aurais pas nécessairement la réponse. J'aurais plus tendance à dire que on va pouvoir faire le suivi de nous à l'interne là, pour remonter la question au coordonnateur de santé publique. Mais je dirais que ça peut être une bonne chose aussi que les brigades vous fassiez mention là, que vous existez, puis que vous êtes en place, puis quels sont les rôles. Et justement, je pense que vous pourriez aussi peut-être trouver du soutien même auprès des autres services. Donc, je pense que ça peut être fait par les 2 façons. Mais on va remonter la question là pour pouvoir valider. Je reviens à la question de tantôt. S'il s'agit d'une banque alimentaire, il s'approvisionne à Moisson Montréal, donc contact potentiel entre le chauffeur qui se rend à Moisson Montréal.
Oui, bah c'est comme on disait au tout début, en fait, les enquêtes auprès des cas va vraiment servir à identifier les personnes avec qui ils ont été en contact et également les milieux qu'ils ont fréquentés. Parce que par exemple, quand justement dans notre situation là du livreur, la personne pouvait être en contact effectivement à Moisson-Montréal ou dans d'autres milieux là qu'ils auraient fréquenté, puis ils ne savent pas nécessairement le nom de la personne, fait qu'il y aurait éventuellement un appel aussi auprès du milieu qui a été fréquenté pour faire une évaluation de qui est-ce qui était présent, qui est-ce qui a eu le contact avec cette personne-là, puis quelle serait la suite des choses. Mais ça ça fait partie en fait de l'enquête auprès des cas et des milieux. Donc effectivement, ça serait quelque chose à faire. Mélanie, il y a 2 autres petites questions. Il est 11h04. Est-ce que tu veux continuer ou on propose de répondre aux questions dans le chat après la rencontre? S'il reste une question, je peux peut-être la prendre, puis après ça, je vais quand même effectivement répondra soit dans le chat ou par courriel, mais je peux en prendre une dernière. Il y en a d'autres qui apparaissent au OK, donc on va peut-être répondre pour la suite dans le chat, histoire de terminer pour la présentation d'aujourd'hui. Puis je vais prendre une dernière question, puis on finira par répondre dans le chat. OK, donc la prochaine, c'était ma collègue avait posé une question la semaine passée concernant le port de masque lors des activités physiques. Nous voulions avoir la source ou le document d'où vient l'information, s'il vous plaît. OK, ça, on pourra vous le transmettre dans le chat d'information ou même dans le guide. Là, il y aura comme des informations à ce niveau-là. Mais pour répondre à la question, pour ce qui est du port du masque, en tant que tel, pour les sports d'intensité faible, le port du masque est recommandé. Pour les sports d'intensité modérée ou élevée, donc on pense par exemple à la course à pied, à ce moment-là, le port du masque ne serait pas recommandé de le porter, compte tenu de l'intensité de l'activité. Mais par contre, à ce moment-là, il faut garder une distance un peu plus importante que juste le 2 mètres. Donc, ça serait ça. Puis, effectivement, pour ce qui est des autres questions, on va peut-être y répondre dans le chat ou par courriel, dépendamment des questions. Donc, je vais juste continuer pour conclure pour la séance d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, merci beaucoup d'avoir participé. Puis pour ce qui est des prochaines étapes, un questionnaire va vous être envoyé pour évaluer votre satisfaction de la formation, les besoins qui auraient pu être non répondus, autant par la formation que par le guide qui vous a été transmis ou les différents outils, et aussi les attentes que vous pouvez avoir pour la suite des choses. Puis, comme vous avez reçu là, le guide à l'intention des brigades pour la prévention et la gestion des éclosions va être mis à jour. Puis, en fonction des questions qu'on a pu recevoir dans cet atelier-ci et celui de la semaine passée, on va pouvoir éventuellement le bonifier ou même développer d'autres outils au besoin. Et il contiendra en annexe la liste de vérification pour évaluer les mesures de prévention et de gestion des éclosions dans les milieux, donc pour pouvoir vous outiller et outiller les milieux au besoin. Donc, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Puis, on va continuer de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à continuer d'en marquer si jamais il y avait quelque chose qui n'avait pas été répondu aujourd'hui. Merci beaucoup.